Bien, on est toujours dans le pouvoir exécutif aux États-Unis. On a dit que normalement c'est un régime, c'est le pouvoir exécutif aux États-Unis est monocéphale. Il est constitué d'une seule tête, ça veut dire c'est le président de l'État, seule une personne qui est le président d'État, qui représente l'État et en même temps c'est lui-même qui est le chef de gouvernement. Normalement, pour devenir un président des États des États-Unis, on a quelques conditions. Premièrement, il faut qu'il soit un Américain de naissance, ça veut dire né sur le sol américain, âgé de plus de 35 ans et résident aux États-Unis plus de 14 ans, ça veut dire sur place. Ce sont les mêmes conditions aussi pour le vice-président. Normalement, la procédure pour élire le président d'État, ça veut dire on fait les deux en même temps. Tickets, où là où il y a le président d'État et aussi le président et son vice-président. Bien, quels sont... Là, on sait qu'il y a une procédure qui est un peu compliquée pour élire le président des États-Unis. Mais une fois il est là, la question qui se pose, bien sûr, quelles sont ses fonctions, quelles sont ses attributions, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire. Bien, concernant les attributions du chef d'État ou du président de l'État, il arrive, puisqu'il arrive au pouvoir par un vote populaire, ça reste populaire, ça reste que ce sont tous les Américains. C'est vrai que c'est à l'intermédiaire des grands électeurs, mais c'est les Américains qui l'ont choisi. Il a, d'une façon automatique, une grande légitimité. Et quand on dit une grande légitimité, ça veut dire qu'il a beaucoup de pouvoir. Ses attributions sont presque illimitées, que ce soit sur le plan interne ou sur le plan international. La première des choses, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait ce président des États? Et la première des choses, il va choisir l'équipe avec qui il va travailler. Est-ce qu'ils vont constituer un gouvernement? Non, aux États-Unis, on n'a pas un gouvernement tel qu'il est connu dans les régimes politiques qu'on a par exemple déjà étudiés, ou comme par exemple ici au Maroc, on a un gouvernement avec un chef du gouvernement. Aux États-Unis, non. Le président, il travaille bien sûr avec des secrétaires d'État ou des secrétaires tout simplement. Ce sont ses collaborateurs. Il reste, c'est lui le chef et celui qui a ses derniers mots. Et celui qui est le dernier mot, pardon. Bien sûr, avec lui, il y a les collaborateurs qu'on appelle les secrétaires non pas les ministres, et il y a aussi les conseillers, ses propres conseillers. On peut dire que tout ce groupe-là, toute cette équipe-là, travaille bien sûr auprès du président. Et c'est lui qui dirige, c'est lui qui, bien sûr, qui gouverne, c'est lui qui administre et c'est lui, bien sûr, qui gère. C'est lui qui détient la politique, que ce soit sur le plan interne ou sur le plan international. Il est aussi le commandant en chef des forces armées, que ce soit l'air ou la terre ou la mer. Ça veut dire le commandant en chef de tout. Il a le droit, bien sûr, de grâce, de pardon. Il a le droit, c'est lui seul qui signe les traités, les conventions, que ce soit sur le plan interne ou sur le plan international. Grosso modo, il a des attributions, que ce soit sur le plan national ou international, illimitées. Bien. Il a le droit, comme je vous ai dit, de choisir ses collaborateurs, ses ministres, ses secrétaires. Il a le droit aussi de les révoquer à n'importe quel moment. Et les choisissent d'ailleurs, on a vu avec Trump, c'est que cette procédure, le scénario du choix et de la destitution, c'était devenu presque chaque mois, on a des nouveautés, des nouveaux visages à chaque fois dans l'équipe de Trump. Bien. On a vu maintenant quelles sont les conditions pour devenir président, quelles sont les étapes des élections présidentielles et on a vu les attributions.
les attributions, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est lui le chef d'État. Il n'y a pas un Premier ministre, il y a un vice-président. Ce vice-président, bien sûr, il remplace le président en cas de décès ou destitution ou maladie, ou peut-être s'il était destitué par, on va voir cette étape-là. Bien. Maintenant, on va passer au législatif. Le législatif, il est comment aux États-Unis? Il est bicaméral. Bicaméral, ça veut dire qu'il est constitué de 2 têtes. Le législatif aux États-Unis, ou le Parlement, avec ses 2 chambres, on l'appelle le Congrès. Le Congrès américain, il est constitué de 2 chambres. On a la Chambre des représentants, et on a le Sénat. Faites attention, c'est le Congrès qui est constitué de 2 chambres. Il y a la Chambre des représentants et la Chambre des Sénats. Bien, quelles sont les fonctions du Congrès américain? Si je prends la Chambre des représentants et la Chambre des Sénats, on va voir que les 2, avant de parler des attributions, on sait que la Chambre des représentants, bien sûr, elles arrivent au pouvoir suite au suffrage universel direct. Et le Sénat, bien sûr, il y a des sénateurs qui sont là-bas, soit ils sont nommés par le président, d'une façon, bien sûr, ils restent ou héréditaires, ils restent à vie. L'essentiel, quelles sont les attributions du Congrès américain? Les 2 chambres peuvent voter des lois. Et les 2 chambres aussi peuvent adopter le budget. Le budget. Bien. Est-ce qu'ils ont le droit de contrôler le président? Est-ce qu'ils ont le droit de contrôler le président? Ça, on va le voir après. Bien. Pour le pouvoir judiciaire aux États-Unis, on ne peut pas parler du pouvoir judiciaire sans évoquer la Cour suprême. Cette Cour suprême-là, qui joue un rôle primordial dans le contrôle de la constitutionnalité des lois, et aussi la Cour suprême américaine est là un poids, que ce soit pour la direction de la politique et même dans les décisions les plus graves, c'est la Cour suprême qui tranche. Et les juges qui sont là, il y a parmi eux, il y a des 9 juges normalement inamovibles, ça veut dire qu'ils sont là à vie, et parmi eux, il y a des juges qui sont désignés, qui sont nommés par les présidents des États-Unis. Bien, revenons à la relation entre les 3 pouvoirs. Apparemment, ce qu'on peut remarquer, et ça c'est très essentiel, c'est qu'il y a une séparation des pouvoirs. Et le président travaille comme un pouvoir exécutif à plein pouvoir. Le législatif, c'est lui qui vote et qui adopte les lois. Et le judiciaire, bien sûr, avec la Cour suprême, qui tranche dans les différents et contrôle la constitutionnalité des lois. Apparemment, il y a une séparation stricte des pouvoirs. Il y a 3 pouvoirs et chaque pouvoir a ses propres fonctions, ses propres attributions. Ben, c'est bien. C'est ça ce qui a été voulu par Montesquieu. Montesquieu, c'est ça ce qu'il a voulu, c'est ça ce qu'il a encouragé. Il a dit que normalement, pour un bon fonctionnement, il faut une séparation stricte. Et si une personne détient tous les 3 pouvoirs, il va sûrement en abuser. C'est ça, on peut dire qu'apparemment, c'est une séparation des pouvoirs stricts, chacun travaille tout seul. Mais dans la pratique, ce n'est pas possible et ce n'est pas faisable. On va trouver qu'il y a une relation effective entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, et entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs. Ça veut dire qu'il y a une relation. C'est une relation, on peut dire qu'elle est légitime, parce que si on veut appliquer la théorie de Montesquieu telle qu'il était voulu, ça va donner sûrement à la paralysée de tout le système. Normalement, si on cherche dans les coulisses, on va trouver qu'entre l'exécutif et le législatif, il y a une relation. Comment se concrétise
cette relation. On va voir que le président de l'État a le droit, il exerce une certaine pression sur le Congrès américain. Comment ça? Bien sûr, on sait que c'est le Congrès qui a le droit de voter les lois. Le président peut utiliser son droit de veto. Pour bien sûr, le veto, ça veut dire opposition aux lois. Comme ça, il ne va pas laisser des lois passer. C'est une arme entre les mains du président. Vous voyez que maintenant, il n'y a pas une séparation stricte. Il y a de la part du président ce qu'on appelle le droit de veto ou le droit de l'opposition. C'est pour ça, cette relation-là nous laisse dire qu'il n'y a pas une relation, il n'y a pas une séparation stricte. C'est une arme entre les mains du président. Il peut exercer une pression sur le Congrès en levant bien sûr le droit de veto. Et le Congrès, est-ce qu'il a une arme entre les mains? Oui, il existe ce qu'on appelle une procédure entre les mains du Congrès américain qu'on appelle la procédure d'impeachment. Impeachment, ça veut dire quoi? C'est une procédure, c'est une responsabilité pénale. Et cette responsabilité pénale, elle est entre les mains du Congrès, ça veut dire pour exercer une pression sur le président de l'État. Vous voyez, ce sont des moyens de contrôle réciproque. C'est pas dit d'une façon qui est claire dans la Constitution. Ça veut dire, si on cherche dans la Constitution américaine, on parle de la séparation stricte. Mais dans la pratique, on trouve qu'il y a des moyens de pression réciproque entre le président de l'État, c'est le droit de veto qui est entre ses mains, c'est un moyen pour obliger le Congrès américain à voter ou ne pas voter, et le Congrès américain est là ce qu'on appelle la procédure d'impeachment entre les mains. La procédure d'impeachment, c'est une procédure, c'est une responsabilité pénale que le Congrès peut obliger, si bien sûr il y a une procédure, si bien sûr elle s'est avérée que le président il est coupable, il est obligé, bien sûr, d'être destitué ou de laisser le pouvoir pour son remplaçant, le vice-président.